L'amateur, une aventure de John Straubins par José Moselli. Depuis 3 jours exactement, M. John Skipper était arrivé à l'Atlantic Hotel, le plus luxueux de Savannah, et y avait pris possession d'une confortable chambre, retenue par lui télégraphiquement de New York. Novembre venait de finir, et déjà Savannah, où le climat est doux et la neige inconnue, se remplissait d'hivernants frileux fuyant les frimas du Nord. M. John Skipper n'était pas de ceux-là. Sur le livre de l'hôtel, il s'intitulait rentier, et de fait, sa conduite justifiait ce titre. À l'encontre de ses voisins, M. Skipper affichait pour les cours de la bourse, télégraphiquement envoyé à l'hôtel, le plus profond dédain. Nul ne pouvait se vanter de l'avoir vu consulter une seule fois le tableau des valeurs affiché dans le hall. M. John Skipper ne lisait même pas les journaux. C'était un homme de taille élancée, vêtu avec élégance et sobriété. Son visage au teint mat respirait une énergie un peu narquoise. M. John Skipper, d'ailleurs, était peu liant. Venu à Savannah pour se reposer sans doute, il entendait bien avoir la paix et bornait sa contribution mondaine à une politesse un peu lointaine. Cependant, le 2e jour de son arrivée à l'Atlantic Hotel, M. John Skipper ayant arrêté d'une main robuste le poney de M. Elias McDowey, qui s'emballait, une certaine intimité était née entre les deux hommes, c'est-à-dire que John Skipper, quand il rencontrait M. McDowey, échangeait avec lui des appréciations sur la température du jour et des congratulations sur leur santé mutuelle. Pourtant, M. McDowey, gros homme au ventre proéminent barré d'une chaîne d'or pesante, à la figure rouge surmontée d'un crâne chauve et reluisant, encadré de favorifilas, valait la peine qu'on cultivât sa connaissance. Ce n'était rien moins que le superintendant du Trésor public à Washington. Mais M. John Skipper étant venu se reposer, et rien de plus, s'en souciait fort peu, sans doute. C'est pourquoi il fut surpris lorsque ce matin-là, à 9 heures, le steward venu lui apporter son petit déjeuner s'écria « Gentlemen, M. McDowey vous serez fort obligé de lui rendre visite chez lui. Il vous y attendra toute la matinée. Il a des choses importantes à vous dire. »« Ah !» répondit John Skipper sans dissimuler la surprise que lui causait cette invitation. « Et où habite M. McDowey ?»« Appartement 342, au 4e étage. »« Well, vous direz à M. McDowey que je serai chez lui d'ici 1 heure. Vous pouvez vous retirer. » Le garçon disparut. M. John Skipper sembla songeur. Tout en dégustant son thé au lait, il se demanda ce que lui voulait le haut fonctionnaire, sans pouvoir se l'expliquer. Il haussa les épaules et, sa collation terminée, quitta son pyjama de soie et revêtit un élégant costume de flanelle grise. Un dernier coup d'œil à la glace pour vérifier la parfaite ordonnance de sa mise, et M. John Skipper sortit de sa chambre. L'Atlantic Hotel, vaste bâtisse faisant face à la mer dont elle était éloignée d'environ 200 mètres, était haute de 18 étages que desservaient 6 ascenseurs. La chambre de M. John Skipper étant située au 3e étage, il n'avait donc que quelques marches à gravir pour gagner l'appartement du superintendant. M. John Skipper dédaigna donc l'ascenseur et, d'un pas souple, monta le vaste escalier de marbre et arriva devant la porte de l'appartement 342. Il frappa. « Entrez !» fit une voix à travers la porte. John Skipper déféra cette invitation. Il ouvrit la porte, franchit le seuil, et après avoir traversé une minuscule antichambre, pénétra dans un salon au milieu duquel, aimable et souriant, se tenait M. McDowey qui accourut à sa rencontre. « C'est bien aimable à vous d'être venu si vite, gentlemen, » dit le gros homme. « Pas du tout, c'est vous, au contraire, que je dois remercier de la hâte avec laquelle vous désirez me communiquer des choses importantes. Je vous avoue que je suis anxieux d'être renseigné. Un malheur est si vite arrivé. » Tout en disant ces paroles, M. John Skipper prenait une mine interrogative et alarmée. Son interlocuteur n'avait sans doute pas prévu une question aussi précise, car il manifesta un certain trouble qui n'échappa pas à John Skipper. « Oh, vous auriez tort de vous inquiéter, ce n'est pas bien grave. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. » Et Elias McDowey désignait à son visiteur un fauteuil recouvert de tapisserie, situé près de la fenêtre et évidemment très confortable, si confortable même, pensa John Skipper, après l'avoir examiné d'un regard, que l'on s'y trouvait presque couché et à la merci de la moindre attaque. « Je vous remercie beaucoup, monsieur McDowey, » répondit John Skipper, « mais mon temps est malheureusement très limité ce matin,
et sitôt que je connaîtrai la communication pour laquelle vous avez bien voulu me faire venir, je serai obligé de vous quitter. Ah, vous êtes pressé, sans doute. La vie est dure, même ici. Vous êtes pris par les affaires. Ma parole, il est devenu de nos jours impossible de prendre un instant de repos complet. Il faut être continuellement sur la brèche. Ce n'est certainement pas pour me débiter ces imbécilités que l'honorable McDowey m'a fait venir chez lui, cela est sûr. Pourquoi est-ce alors? Pensait John Skipper pendant que son interlocuteur parlait, et il l'interrompit par ces mots prononcés en souriant. C'est sans doute au sujet de mes affaires que vous voulez me parler, monsieur McDowey? Oui, c'est-à-dire... Non, enfin... Monsieur John Skipper gardait son air aimable. Soudain, les rideaux de velours de gêne encadrant les fenêtres s'écartèrent. De robustes gaillards armés de casse-tête apparurent et s'élancèrent sur John Skipper. « Cette fois, John Strobbins, nous vous tenons !» cria l'un d'eux. « Pas encore, Moll Scott !» Et John Skipper, ou plutôt John Strobbins, qui évidemment prévoyait ce dénouement depuis quelques instants, se baissa au moment où son ennemi, le policier James Moll Scott, allait l'appréhender, lui saisit violemment les chevilles et le fit choir de tout son long sur le plancher. L'autre policier, qui déjà s'apprêtait à passer les menottes à John Strobbins, brandit son casse-tête au-dessus du crâne du détective cambrioleur qui venait de se relever. Il n'acheva pas ce mouvement. Car John Strobbins, d'un coup de tête en plein visage, l'envoya choir avec 6 dents brisées à l'autre extrémité de la pièce. Puis, d'une ruade assénée avec adresse, s'étant débarrassé de Moll Scott, qui à peine relevé retombait sous le tapis, John Strobbins courut vers la porte. Elle était fermée à clé. John Strobbins fit un bond en arrière, empoigna le buste de bronze ornant la monumentale cheminée, et s'en servant comme d'une massue, enfonça le panneau d'acajou qui s'effondra avec un bruit formidable et disparut. Elias McDowey, à l'apparition des policiers, à l'instigation desquels il avait agi, s'était prudemment mis à l'abri dans un coin de la pièce. Il aida le détective, qui avait reçu le coup de tête de John Strobbins et crachait le sang, à se relever. James Moll Scott, bien qu'il eût la jambe à demi disloquée par le coup de pied de John Strobbins, s'était de lui-même remis debout. Il croyait bien avoir pris toutes ses mesures et la crainte de voir son ennemi lui échapper lui donnait des ailes. Sans s'occuper de l'autre policier, il bondit à la suite de John Strobbins, revolver au poing. Il eut le temps de l'apercevoir, courut dans le couloir à 20 mètres devant lui. « Arrêtez !» hurla-t-il. « Ou je tire !» John Strobbins obéit. Il s'arrêta devant la cage de l'ascenseur et avec un sang-froid extraordinaire, pressa le bouton d'appel et attendit. L'ascenseur, qui était à l'étage au-dessous, arriva et s'arrêta au ras du palier. James Moll Scott arrivait lui aussi. Au moment où John Strobbins allait entrer dans l'ascenseur, il lui sauta à la gorge. Mais le fugitif saisit simplement le bras du policier et le serra au bon endroit sur un centre nerveux. Vaincu par la douleur, James Moll Scott lâcha prise et tomba sur les dalles de marbre. La lutte avait été rapide. Le liftman, le conducteur de l'ascenseur, n'en avait rien perdu, et peu soucié d'aider à l'évasion d'un homme poursuivi par la police, avait remis l'appareil en marche. Au risque d'être broyé par l'ascenseur qui commençait à monter, John Strobbins escalada la rampe, saisit un démontant de bronze de la cabine et parvint à passer au-dessus de la cloison de l'ascenseur. Haletant, il tomba aux pieds du liftman médusé. Celui-ci, d'ailleurs, n'eut pas le temps d'exprimer sa stupeur. John Strobbins, immédiatement remis de son émotion, lui sauta à la gorge et d'une passe de jiu-jitsu aussi décisive que celle dont il s'était servi pour se débarrasser de Moll Scott, l'étendit sous le plancher de l'ascenseur qui continuait à monter. Il tira de sa poche un poignard, alla se placer à côté de l'appareil de mise en marche et dit au liftman « Lève-toi, déshabille-toi vite ou tu es mort !» Complètement terrifié, l'homme n'hésita pas. Il jeta aux pieds de John Strobbins sa casquette dorée, sa redingote galonnée et son pantalon à passe-poil. Il avait à peine terminé que John Strobbins, qui ne le perdait pas de vue, lui criait « Maintenant, les mains en l'air, que je les ligote !» Le liftman obéit. John Strobbins, s'étant rapidement débarrassé de ses bretelles, s'en servit pour attacher solidement les poignets de sa victime, et lorsqu'il eut terminé en 5 secondes, il passa par-dessus les siens les vêtements que venait d'abandonner le liftman. Cela lui fut facile, l'homme étant beaucoup plus gros que lui. Ayant revêtu le pantalon et la redingote d'uniforme, il coiffa la casquette dorée. À ce moment, l'ascenseur, arrivé au 18e étage, s'arrêta. Dans la cage de l'escalier, des cris montaient. «
Arrêtez-le, dans l'ascenseur numéro 4 !» Des sonneries de téléphone crépitaient. Sans se presser, John Strobbins sortit de l'ascenseur, enferma la porte et pressa le bouton de la descente. Puis, tranquillement, il gagna l'escalier de service et, sûr de n'être pas vu, se mit à califourchon sur la rampe et se laissa glisser, au risque de se rompre le cou, jusqu'au rez-de-chaussée. Il arriva ainsi dans la cour, la traversa sans que personne fît attention à lui, et arriva à la porte cochère de l'hôtel que gardaient 4 policemen. Dans l'Atlantic Hotel, c'était une agitation indescriptible. Appelant, John Strobbins joignit les policemen. « Laissez-moi passer !» dit-il d'un air rogue. Sans défiance, les policiers s'écartèrent. John Strobbins leur fit un salut négligent et disparut. 2 minutes plus tard, James Smallscott arrivait, écumant. « Il était habillé en liftman. Je parie que vous l'avez laissé passer !» hurla-t-il. Les policiers répondirent affirmativement. Mais John Strobbins était déjà loin. Il fut impossible de le retrouver. Seul, Elias McDowey devait avoir de ses nouvelles. Ce fut à 7 heures du soir. Le superintendant du Trésor venait de se mettre à table lorsqu'un steward vint le prévenir qu'on l'appelait au téléphone. Le gros fonctionnaire, mal remis de ses émotions, courut à l'appareil. Il entendit ces mots. « Allô, c'est bien vous, McDowey Elias, superintendant du Trésor public ?»« Oui. »« Well. Moi, je suis John Strobbins, alias John Skipper. Vous vous êtes permis ce matin de jouer à mon égard une indigne comédie. Ainsi, vous m'obligez à interrompre ma villégiature. Je vous avertis que je compte vous apprendre à vous mêler de vos affaires et à abandonner vos ridicules prétentions de détective amateur. Vous vous en apercevrez avant peu. Salut. » M. McDowey ne trouva rien à répondre tant il était suffoqué. Et quand il retrouva la parole, il n'y avait plus personne au bout du fil. Mr. Elias McDowey, superintendant du Trésor, était un citoyen éminent. Non content de servir son pays en dirigeant avec conscience et fermeté la fabrication des billets de banque, il s'efforçait en outre d'utiliser sa vocation naturelle, laquelle était de découvrir les criminels en donnant, chaque fois qu'il en avait l'occasion, d'utiles avis à la police. Mr. Elias McDowey, à vrai dire, n'avait pas encore donné de preuves éclatantes du flair dont il se prétendait doué. Ses amis l'en plaisantaient agréablement. Le gros superintendant, que la raillerie agaçait, avait depuis quelques mois trouvé le moyen de s'y soustraire. « Riez, riez !» disait-il. « D'ici peu de temps, vous serez bien obligé de vous incliner devant mes capacités extraordinaires. C'est moi qui vous le dis. J'ai l'air de me désintéresser de tout, et vous vous moquez de ce que vous appelez mon impuissance. Ha ha, patience. Tenez, ceci entre nous. Je vais vous révéler, sous le sceau du secret bien entendu, la vaste entreprise qui me préoccupe. Je compte tout simplement m'emparer du célèbre John Strobbins. » Cette affirmation avait rencontré beaucoup d'incrédules. Prendre John Strobbins était plus facile à dire qu'à exécuter. Le célèbre détective cambrioleur avait tenu tête et berné des policiers de métier autrement subtils que le gros Elias McDowey. Mais fort de ses capacités transcendantes, à son avis, le superintendant, un sourire supérieur aux lèvres, laissait dire, se contentant de murmurer « Qui vivra verra ». Et peu à peu, devant l'assurance déconcertante du fonctionnaire, les railleries s'étaient apaisées. Qui sait? Qui sait? Qui savait? Qui? Pas Elias McDowey toujours. Elias McDowey ne savait rien, ou plutôt, il savait, comme tous les citoyens des États-Unis, que John Strobbins, après avoir dérobé la superbe perle Margarita au National Museum de Washington, avait disparu. Et voilà. Il comptait sur le hasard. Et pour une fois, il avait raison. Il était depuis quelques jours à l'Atlantic Hotel lorsque le faux John Skipper arriva. Elias McDowey n'avait jamais vu John Strobbins autrement que sur les journaux, où son portrait, vrai ou faux, s'étalait. Le premier jour qu'il aperçut M. Skipper, il n'eut d'ailleurs aucun soupçon. Il n'en eut pas davantage le deuxième, mais le troisième, M. James Smallscott, chef de la sûreté à San Francisco, arriva. M. James Smallscott luttait depuis plusieurs années contre John Strobbins. À plusieurs reprises, le détective cambrioleur lui avait glissé entre les mains et s'était même donné le plaisir de le ridiculiser en maintes circonstances. Entre ces deux hommes, c'était la guerre à outrance. James Smallscott, voyant que les plus habiles détectives envoyés par lui à la poursuite de John Strobbins avaient échoué les uns après les autres, s'était décidé, une fois de plus,
à donner de sa personne. Patiemment, au moyen de renseignements recueillis de toutes parts, le chef de la sûreté de San Francisco était parvenu à découvrir la trace du détective cambrioleur, et muni, plus de sûreté, de 2 mandats d'arrêt, un du gouverneur de l'État de Californie, l'autre de celui de l'État de Géorgie, il s'était aussitôt jeté à sa poursuite. Malgré tout, cependant, James Molescott avait été tant de fois joué par le détective cambrioleur qu'un doute lui restait encore sur l'exactitude de ses renseignements. Aussi, voulant éviter une erreur que John Stobbins n'eût pas manqué de publier à grand fracas, Molescott, avant de procéder à l'arrestation de son ennemi, voulut-il s'assurer qu'il ne se trompait pas. Ce fut dans cette intention qu'il arriva à l'Atlantic Hotel, accompagné d'un robuste détective. Lorsqu'il s'y présenta, il était 10 heures du soir. Le faux John Skipper était déjà couché. Il importait pourtant de faire vite, s'assurer de l'identité du suspect et l'arrêter immédiatement. L'entreprise était délicate, car si James Molescott se flattait de reconnaître John Stobbins, la réciproque était vraie, et une fois le détective cambrioleur sur ses gardes, tout espoir de le reprendre s'évanouirait. James Molescott et son détective, assis dans le hall de l'Atlantic Hotel, réfléchissaient ainsi lorsque le chef de la sûreté de San Francisco entendit nommer Elias McDowey. Elias McDowey, l'affaire était faite. James Molescott, comme tous les policiers des États-Unis, connaissait les prétentions du détective amateur. Il résolut de s'en servir, et se levant du fauteuil où il était assis, il rejoignit le superintendant qui s'apprêtait à gagner son appartement. En quelques mots, James Molescott se présenta et à mi-voix s'assura du concours de son interlocuteur. « Si j'ose dire, cher monsieur McDowey, c'est presque un confrère que j'ai l'honneur de parler. Oui, oui, je connais vos extraordinaires capacités, et de vous voir ici, j'en ai une preuve de plus. » M. McDowey, flatté, se demanda quelle était cette preuve. Le policier continua. « Je cherche John Stobbins, et je vois que, comme moi, vous avez découvert sa retraite. Il est ici. » « Chut. Oui, c'est cela. John Skipper, parfaitement. Son compte est bon. Je dois vous avouer que j'hésitais à croire à tant d'audace de sa part, et cela me faisait craindre de m'être trompé. Mais, puisque vous êtes sur la même piste que moi, je n'hésite plus. C'est bien, mon homme. Toutefois, et vous serez de mon avis, j'estime de mon devoir de m'en assurer des visus. Je connais John Stobbins et le reconnaîtrai sous quelque déguisement qu'il se cache. C'est pourquoi je vous demanderai de le faire venir dans votre appartement demain matin, sous un prétexte quelconque. Moi et un de mes hommes serons dissimulés sous des tentures, et après l'avoir dévisagé tout à notre aise, le capturerons sans bruit. » Elias McDowey se rengorgea. En une vision glorieuse, il s'aperçut à son club à Washington, entouré de l'admiration respectueuse de tous ses amis dépités, après avoir, lui, Elias McDowey, capturé l'insaisissable John Stobbins. Quelle revanche! Il est vrai que la veille, John Stobbins avait arrêté son cheval qui s'emballait. Mais quoi? Doit-on faire du sentiment avec de pareils hommes? Non, n'est-ce pas? Elias McDowey parla. Vous l'avez deviné, je suivais moi aussi John Stobbins à la piste. Je comptais même câbler au gouverneur de la Géorgie pour le faire arrêter. Mais puisque vous voilà, vous partagerez avec moi l'honneur de sa capture. Venez donc demain matin de bonne heure dans mon appartement avec votre détective, et prenez-le solide car notre homme est vigoureux. Je me charge de l'attirer chez moi aussitôt. Ce plan si bien combiné avait été exécuté en tout point, sauf un seul, l'arrestation de John Stobbins. Pendant toute la journée, Molescott, traînant la jambe, furieux et humilié, avait en pure perte fait fouiller tout Savannah, tandis que son détective faisait soigner à l'hôpital ses dents brisées. Elias McDowey était, lui, tellement désappointé qu'il ne déjeuna pas, d'autant plus que pour comble d'infortune, le gérant de l'hôtel, venu pour constater les dégâts commis par le détective cambrioleur, lui annonça que la note s'en décomposait ainsi: tapis de Smyrne déchiré et taché, $125, un panneau de la porte à cajou effondré, $32, un buste de bronze représentant Madame de Lamballe, dont le nez est aplati, prix du buste, $500. Droit de douane, payé pour lui, $250. Total, $907. $907, presque un mois de ses appointements, et John Stobbins courait toujours. Elias McDowey en frémit de rage. Il écarta de la main, après l'avoir lu, le papier que lui tendait le gérant et déclara sèchement: « C'est bien,
Vous ajouterez cela à mon compte, je pars demain. » Ces paroles avaient été dites d'un tel ton que le gérant, bien que regrettant de perdre un riche client, ne crut pas devoir insister. Dans l'après-midi, Elias McDowey sortit enfin de son appartement et gagna le hall. Il lui sembla que ses voisins d'hôtel le regardaient ironiquement. Pour une fois, il voyait juste. Il haussa les épaules et s'en fut se promener sur la plage, regrettant sa villégiature interrompue. Un gai soleil faisait luire les flots verts de la mer et dorait le sable fin. Elias McDowey crispa les poings. « Je reviendrai l'an prochain, » murmura-t-il. « Pour le moment, mieux vous retourner à mon poste, à Washington. Peut-être aurai-je la chance, en intriguant un peu, de faire augmenter mes appointements. » Cette perspective rasséréna un peu le superintendant, et au dîner, il avait retrouvé son appétit. Malheureusement, il avait à peine terminé sa soupe à la tortue, excellente cette soupe à la tortue, que le gérant l'appelait au téléphone. La menace de John Strobbins fit son effet. Le gros homme, congestionné par l'émotion, regagna sa place sous les regards moqueurs ou curieux de ses voisins de table. Il n'avait plus faim, misérable John Strobbins. Le lendemain matin, l'honorable Elias McDowey prenait le train pour Washington en se demandant ce qui allait lui advenir. Il n'allait pas tarder à l'apprendre. M. Elias McDowey, superintendant du Central Treasury, avait comme principale occupation de surveiller la fabrication des billets de banque, et ce n'était pas une sinécure. Les liasses de papier filigrané, erronées à la dimension exacte, étaient ensuite portées sous les presses et, une fois imprimées et numérotées, enfermées dans un coffre-fort blindé comme un cuirassé, dont Elias McDowey seul possédait la clé. Suivant les besoins du Trésor, le superintendant livrait un certain nombre au directeur de la Banque d'État chargé de les signer et de le mettre en circulation. Mais, comme ce fonctionnaire s'absentait assez souvent, il avait pour habitude de signer d'avance une certaine quantité de coupures qui restaient entre les mains d'Elias McDowey. Sitôt revenu de Savannah, Elias McDowey avait repris son poste, mais, de suite, ses subordonnés remarquèrent un changement dans son attitude. Depuis son aventure de l'Atlantic Hotel, le superintendant était devenu sombre et soucieux, occupé seulement de ses fonctions. Au club, il ne prononçait pas 2 paroles à l'heure. Ses amis, ayant appris par les journaux sa mésaventure, avaient essayé de le faire parler, sans y parvenir. Ils y avaient renoncé. Silencieux et sombre, Elias McDowey pensait plus que jamais à John Strobbins. Mais ce n'était plus pour l'arrêter, ah non. C'était pour se demander quelle serait la vengeance annoncée par le détective cambrioleur. Elias McDowey maigrissait. Ses joues sanguines pâlissaient et devenaient flasques. 8 jours se passèrent ainsi, sans que rien de nouveau n'advint. Elias McDowey commençait à reprendre courage et se disait que, certainement, John Strobbins s'occupait à des choses plus intéressantes qu'une vengeance. À peu près rassuré par ce raisonnement et le temps écoulé, le superintendant pensa à rattraper les $900 que lui coûtaient ses velléités de policier amateur. Pour cela, que fallait-il? Un simple avancement. Se faire nommer directeur du Trésor, là gisait la difficulté. Elias McDowey était homme à la surmonter. Il s'en fut donc porter ses doléances et exposer ses longs et loyaux services au secrétaire d'État préposé aux finances. Ce dernier, qui n'avait pas lieu d'être mécontent du fonctionnaire, l'assura que ses désirs seraient comblés sous peu, le directeur du Trésor devant prendre prochainement sa retraite. Elias McDowey quittait le secrétaire d'État de la joie plein le cœur, et le jour suivant, ses subordonnés s'aperçurent avec stupeur que ses joues avaient repris leur couleur et que sa bouche souriait. Au club, Elias McDowey daigna parler et laissa ses amis l'espoir qu'il leur raconterait quelque jour la véridique histoire de ses démêlés avec John Strobbins. Les amis pensèrent « Il tient peut-être son homme pour être si joyeux ». Le bonheur de M. McDowey devait être de courte durée. 42 heures exactement, au bout desquelles, en arrivant à son bureau à 9 heures du matin, il lui sembla qu'une agitation insolite régnait dans l'atelier Engraving and Printing, gravure et imprimerie. Pris d'un pressentiment pénible, il s'y rendit immédiatement. Tout semblait y être sens dessus-dessous. Contremaîtres et ouvriers couraient de tous côtés comme affolés. Les machines étaient arrêtées, les outils jetés un peu partout. À la vue du superintendant, l'agitation se calma et un silence de mort s'établit. La voix d'Elias McDowey résonna. « Monsieur Quincy, que signifie tout ceci ?»
Le chef de la fabrication, un vieux fonctionnaire à cheveux gris, ainsi interpellé, répondit d'une voix tremblante d'émotion. C'est le cuivre servant à graver le verso de banknotes de 25 dollars qu'on ne retrouve pas. Vous êtes fou, monsieur Quincy, glapit McDowell hors de lui. Le chef de la fabrication ne répondit pas et leva les bras au ciel. McDowell resta silencieux, lui aussi. Il regarda un à un les ouvriers. Ils étaient au complet, groupés un peu partout dans des attitudes embarrassées. M. Quincy continua à garder le silence. Invinciblement, le superintendant pensa à John Robbins, mais il chassa cette idée. Que ferait d'une plaque de cuivre le détective cambrioleur? Non, non, l'objet disparu était simplement égaré. Il était certain que John Robbins, s'il eût voulu se venger de McDowell ainsi qu'il l'avait promis, aurait employé des moyens plus décisifs. McDowell leva la tête. Il règne ici un désordre sans nom. Il n'a que trop duré. Le résultat est qu'une plaque est égarée. Vous entendez, M. Quincy? Je vous donne jusqu'à ce soir pour la retrouver. M. Quincy fit le gros dos et murmura. Je vais faire encore des recherches, monsieur le superintendant. Je l'espère, et tâchez qu'elles soient rapides et décisives, et surtout que personne ne connaisse cet incident grotesque. Vous m'avertirez sitôt que la plaque sera retrouvée. Hélas, M. Quincy, déjà, avait visité et fouillé l'atelier de fond en comble lui-même. Il savait bien que la plaque n'y était plus. Il s'inclina devant son chef et dit « Vous pouvez compter sur moi, monsieur le superintendant. » Courrouce et médigne, Elias McDowell se retira et gagna son cabinet de travail. « Pourvu que ce ne soit pas un tour de John Robbins, pensait-il. Si l'on arrive à savoir cela au département des finances, mon avancement est fini. Pendant toute la journée, le superintendant ne put travailler. Il tressaillait au moindre bruit, croyant que c'était M. Quincy qui venait l'informer de la découverte de la plaque disparue. Mais non. 5 heures sonnèrent, heure de la fermeture des bureaux et ateliers du trésor, sans que personne ne vînt déranger M. le superintendant. La situation devenait grave. Elias McDowell se dressa sur son fauteuil et ne fit qu'un bond à l'atelier Engraving and Printing. Personne n'était encore sorti. M. Quincy se tenait debout, appuyé contre une machine, dans l'attitude d'un lamentable désespoir. Autour de lui, les ouvriers typographes étaient groupés et discutaient avec animation les hypothèses les plus invraisemblables. À la vue de McDowell, ils se turent. « Eh bien, M. Quincy, s'écria le superintendant, c'est ainsi que vous avez exécuté mes ordres, cette plaque. » Le vieux fonctionnaire eut un geste d'impuissance. « Que voulez-vous, monsieur le superintendant? Nous avons fouillé partout, rien. Je puis vous assurer que la plaque n'est plus ici. Comme je ne puis croire qu'aucun de mes hommes, dont je réponds, ne l'a emportée. Et pourquoi faire? J'estime que la plaque a été volée cette nuit, puisque nous ne l'avons pas trouvée ce matin. C'est malheureux, d'autant plus que nous allons avoir à tirer prochainement des banknotes de 5 dollars. Elias McDowell avait écouté M. Quincy sans l'interrompre. La dernière phrase du vieillard mit le comble à son exaspération. Certes, il le savait que la plaque était nécessaire et que son emplacement allait s'imposer à bref délai si elle n'était pas retrouvée. Et pour en faire graver une autre, il faudrait aviser le directeur du Trésor et même le secrétaire d'État. Il y aurait enquête, contre-enquête, scandale, et alors adieu la place de directeur. Elias McDowell parla d'une voix lente en scandant ces mots. « Alors, monsieur Quincy, vous vous portez absolument garant de votre personnel? Absolument. Attention à votre réponse. Je vous avertis que je vais faire une enquête. Elle sera serrée et précise, et si je découvre la moindre négligence ou inobservation du règlement de votre part, je sévirai sans pitié. J'attends votre réponse. » Ces dures paroles eurent pour effet de rendre tout son sang-froid à M. Quincy. « Monsieur le superintendant, dit-il, j'ai le droit, jusqu'à preuve du contraire, d'avoir foi en l'honnêteté de mes subordonnés. Rien ne m'autorise à les suspecter. Hier soir, comme chaque jour, ils ont été minutieusement fouillés à la sortie ainsi que le veut le règlement. J'ai moi-même, hier soir, fermé les portes de l'atelier et ai donné les clés aux gardes-consignes. Sur votre ordre, j'ai fouillé l'atelier de fond en comble, je n'ai rien à me reprocher. » Ce petit discours, prononcé d'une voix calme, augmenta la rage d'Elias McDowell, mais il se contint. « C'est bien. Faites sortir vos hommes, il est l'heure. Et pas un mot en ville, vous autres, sinon c'est la révocation pure et simple. Je vais prendre les mesures nécessaires pour retrouver l'objet volé.
Dans un silence hostile, les ouvriers sortirent. Derrière eux, Elias McDowey quitta l'atelier Engraving and Printing sans avoir dit un mot à M. Quincy. Il regagna son cabinet de travail en murmurant « Sûrement, il n'y a pas de doute, c'est un coup de John Straubins. » Cette croyance, d'ailleurs, ne désespérait pas le superintendant. Le mal était fait, il accepterait la lutte, mais pas tout seul. Non qu'il se défiât de ses propres forces, il s'estimait un policier hors ligne, mais il pensait que dans cette affaire, un appoint ne serait pas de trop pour aboutir rapidement. S'il parvenait du même coup à capturer John Straubins et retrouver la plaque gravée, il ne regretterait pas ses alarmes. M. McDowey se souvint qu'il avait reçu, une semaine auparavant, une circulaire recommandant l'agence de police privée Brockton & Smith. Ne voulant pas de peur d'ébruiter l'affaire, employer la police officielle, le superintendant résolut donc de s'adresser à M. Brockton & Smith, les premiers policiers d'Amérique et par conséquent de l'univers, affirmait la circulaire. Le temps pressait. M. Elias McDowey écrivit une lettre à l'agence Brockton & Smith, priant un de ces messieurs de passer de toute urgence à son bureau. Après l'avoir jeté à la poste, Elias McDowey se sentit un peu rasséréné. Il dîna copieusement, et pendant la nuit, rêva qu'il assistait au prononcé du jugement condamnant John Straubins à 100 ans de hard labor, travaux forcés. Le lendemain matin, à 9 heures, M. McDowey entrait dans son cabinet de travail. À 9h05, un huissier pénétra auprès de lui et lui tendit une carte de visite ainsi libellée « Chas Brockton, de l'agence Brockton & Smith, everywhere, partout. »« Faites entrer » ordonna Elias McDowey. M. Chas Brockton, introduit par l'huissier, apparut sous l'aspect d'un gros homme, au visage rieur encadré d'une épaisse barbe noire. Il attendit que la porte se fût fermée. « Monsieur le superintendant, je vous présente mes hommages. Je suis dès à présent à votre entière disposition. »« Trop aimable. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous ai fait venir pour une affaire très délicate et qui, par sa nature spéciale, m'empêche, ainsi que vous le comprendrez, de m'en occuper avec chance de succès. Sans cela... Oh, monsieur le superintendant, nous connaissons vos extraordinaires facultés d'investigation. Nous savons comment vous avez failli capturer John Straubins, qui nous échappa que par la maladresse d'un policier officiel. N'eût été votre haute situation, nous vous aurions depuis longtemps prié de collaborer avec nous, de nous diriger même. Elias McDowey se rengorgea. Ce n'était pourtant pas un imbécile, mais dès qu'on vantait son illusoire science policière, il devenait d'une crédulité incroyable. Il souridait et répondit « Oui, j'aime assez à m'occuper de ces choses-là. Il est certain que bien des criminels n'auraient pas échappé si je m'étais mêlé de leur capture. Enfin !» McDowey soupira. « Il est vrai que j'ai failli capturer le fameux John Straubins, et c'est certainement lui qui motive votre présence ici. Il a juré de se venger de moi, et je soupçonne fort qu'il est l'auteur de la disparition d'une plaque de cuivre gravée servant à la fabrication des banknotes qu'on ne trouve plus depuis hier matin. » Et le superintendant relata aux policiers les circonstances dans lesquelles on s'était aperçu de la disparition de la plaque. Chas Brockton, assis dans un confortable fauteuil de cuir, écouta le haut fonctionnaire avec une attention soutenue. Il lui fit même plusieurs questions pour préciser certains détails, et quand McDowey eut fini de parler, il resta quelques instants muet, plongé dans de profondes réflexions. « Il est certain, dit-il enfin, que la plaque a bien été volée et emportée. La retrouver est difficile. Retrouver le voleur, à mon sens, est facile. Je ne crois pas que John Straubins soit l'auteur du vol. C'est un gentleman qui ne travaille qu'en grand. Non, c'est quelque ouvrier qui s'en sera emparé dans l'espoir de s'en servir pour fabriquer, quand l'émotion produite par le vol se sera calmée, de fausses banknotes. Heureusement, il n'a pu prendre qu'une des deux plaques qui lui sont nécessaires. J'en conclus qu'il tentera d'ici peu de s'approprier la seconde, et c'est alors que nous le pincerons. » Elias McDowey apprécia fort ce raisonnement. « Vous avez la même idée que moi, » dit-il le policier qui inclina la tête d'un air flatté. « Malheureusement, je suis très pressé de recouvrer cette plaque, dont je vais avoir besoin d'ici quelques jours. Il faudrait absolument aboutir avant. »« Cela se peut. Vous n'avez qu'à élaborer un règlement excessivement sévère, en indiquant qu'il sera mis en vigueur dans 3 jours. Il y a de grandes chances pour que notre voleur se hâte d'accomplir son dessein avant qu'il soit devenu impossible. »« C'est vrai. Et comment comptez-vous opérer ? Car il ne faudra pas que vous laissiez échapper notre homme, à aucun prix. »
« Je ne suis pas James Molescott, moi, » fit le policier en souriant. « Où mettez-vous les plaques de cuivre ?»« Dans un coffre spécial dont le chef du service de la gravure, M. Quincy, a seul la clé. C'est d'ailleurs pour cela que je suis étonné. Pourquoi le voleur n'a-t-il pas pris les 2 plaques? Ça lui aurait été aussi facile que d'en prendre une. » « Oui, mais il a peut-être été dérangé, sait-on jamais. L'homme qui accomplit un acte aussi dangereux est très impressionnable. Le moindre bruit l'épouvante. C'est ce qui a dû arriver. Et c'est ce qui ne serait pas advenu si John Strobbins eût été le voleur. C'est un homme maître de lui, celui-là. Je vous demanderai donc de me fournir simplement un endroit dans l'atelier de gravure où je puisse me dissimuler. J'agirai seul. J'y passerai la nuit et y attendrai le voleur. J'ai comme une idée qu'il ne tardera pas à venir. Sitôt que je l'aurai capturé, un bon coup de casse-tête bien asséné me le livrera vivant. Je vous l'amènerai. Nous lui offrirons la liberté contre la restitution de la plaque. Il ne demandera pas mieux, et ainsi, sans bruit ni scandale, nous aurons atteint notre but. Et s'il ne vient pas, objecta Elias McDowey presque convaincu, il viendra, sans quoi son vol n'aurait pas d'objet. Si, par impossible, il n'était pas venu dans 3 jours, je verrai à tourner mes investigations ailleurs, mais je suis si persuadé que le voleur reviendra, que je ne vous demanderai mes honoraires, 2000 $, que si la capture a lieu avant 5 jours. À l'énoncé de la somme de 2000 $, Elias McDowey avait fait une légère grimace, mais il se ressaisit et dit « Eh bien, c'est entendu. Je vais aussitôt m'occuper de vous trouver une cachette dans l'atelier d'engraving and printing. Revenez ce soir à 4 heures me voir ici. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le superintendant. Un dernier mot. Ne parlez à personne de nos projets. À personne. Vous savez comme moi combien la moindre indiscrétion est préjudiciable à une enquête. Je m'occupe depuis assez longtemps de semblables choses pour ne pas l'ignorer, monsieur, affirma dignement Elias McDowey. Monsieur Chas Brockton se leva. Avec une correction parfaite, il salua le haut fonctionnaire et, lentement, se dirigea vers la porte et sortit. Elias McDowey, resté seul, ne perdit point son temps. Sur-le-champ, il rédigea un nouveau règlement, applicable 4 jours plus tard, et destiné au personnel des ateliers du Trésor. Ce factum prévoyait les moindres manquements à la discipline, doublait le nombre des gardes de nuit et punissait de peine excessivement sévère le plus petit défaut de vigilance. Le superintendant, ayant relu son règlement, en fut satisfait. Il sonna un huissier et lui ordonna de se rendre immédiatement à l'imprimerie pour faire reproduire le nouveau règlement à 100 exemplaires qui devait être le jour même affiché partout. Midi allait sonner. Content de lui, Elias McDowey s'en fut déjeuner. Son repas terminé, il regagna le Central Treasury et s'enfuit à l'atelier engraving and printing afin d'y chercher la cachette où Chas Brockton devait passer la nuit. Lorsqu'il arriva, son nouveau règlement qui avait été affiché pendant la suspension de travail groupait autour de lui tous les ouvriers de l'atelier, et ceux-ci ne s'interdisaient pas les commentaires malveillants ou indignés. À la vue d'Elias McDowey, ils se turent subitement et se dispersèrent, chacun à leur poste. M. Quincy, qui dans un angle de l'atelier était occupé à examiner des épreuves, se précipita au-devant du superintendant. « Je n'aime pas les attroupements pendant le travail, » fit McDowey, d'une voix sèche, après un bref salut. « J'ai institué un nouveau règlement pour renforcer la discipline, qui me paraît être ici assez relâchée. J'espère ne pas avoir à sévir. Quant à ceux qui ne trouveraient pas le nouveau règlement à leur goût, rien ne les oblige à rester. Maintenant, M. Quincy, je désire visiter de fond en comble l'atelier et ses annexes, pour y examiner les modifications possibles. Veuillez m'accompagner. » Le digne M. Quincy, abasourdi par une pareille semonce, courba le dos et répondit « Monsieur le superintendant, je suis à votre disposition. Allons. » Les 2 hommes commencèrent leur tournée, qui, pour Elias McDowey, n'avait d'autre but que de trouver une cachette pour le policier. Il fut bientôt satisfait. Près de l'entrée de la salle des coffres-forts se trouvait une vaste armoire en tôle contenant divers outils. McDowey la fit ouvrir et constata qu'un homme pouvait facilement s'y dissimuler. Satisfait, il continua sa visite et, sans avoir rien laissé voir de ses intentions, regagna son cabinet de travail. Quelques minutes plus tard, M. Chas Brockton était auprès de lui. Le policier était exact. L'horloge de bronze posée sur la cheminée sonna 4 heures au moment où il entrait. « J'ai votre affaire, M. Brockton, » dit aussitôt McDowey. « Près des coffres-forts enfermant les clichés se trouve une armoire dans laquelle vous serez à votre aise pour guetter votre homme. »
Elle n'est pas dans la salle des coffres? Non, mais à l'entrée. Le voleur, s'il vient, devra passer devant vous. Tout va bien alors. Cependant, j'aurais aimé mieux être dans la salle des coffres afin de prendre le voleur en flagrant délit. Son crime eût été plus punissable et ainsi l'homme eût avoué avec plus de facilité pour échapper à ses conséquences. Mais comme il sera certainement muni des instruments nécessaires pour fracturer le coffre, je n'aurai qu'à le laisser faire et m'en emparer au bon moment. C'est cela. Mais ne lui laissez pas abîmer les coffres. Il ne faut pas qu'il y ait de scandale, je vous l'ai dit. J'en fais mon affaire. À la première entaille sur la paroi du coffre, j'arrête les frais. J'ai tout prévu. Il me reste maintenant à vous demander un mot de votre main, m'autorisant à stationner dans l'atelier cette nuit. Une ronde peut me découvrir, et si je n'avais alors aucun document justifiant ma présence, le scandale que vous voulez éviter éclaterait, vous me comprenez. Elias McDowey ne répondit pas. Après quelques instants de réflexion, il se convainquit que son interlocuteur avait raison. Il saisit un papier à l'entrée du National Treasury et écrivit « Dans un but de surveillance, j'autorise M. Charles Brockton, détective privé, de stationner dans la nuit du 5 au 6 décembre dans l'atelier Engraving and Printing et de circuler dans les locaux environnants. M. Charles Brockton n'aura de compte à rendre à personne qu'à moi-même. Washington, le 5 décembre, le superintendant du Central Treasury, Elias McDowey. » « Voici, » dit le superintendant en tendant le papier au policier qui soigneusement l'inséra dans son portefeuille. « Maintenant, » fit Elias McDowey, « il ne nous reste plus qu'à attendre la sortie des ouvriers. Je vous conduirai ensuite à votre cachette. Avez-vous dîné ? » ?»« Non, mais j'ai dans mes poches de quoi manger et de quoi boire, j'ai tout prévu. »« All right. Alors nous n'avons qu'à attendre. Un cigare ? » ?»« Avec plaisir, monsieur le superintendant. » Les deux hommes allumèrent chacun leur cigare bagué d'or, que monsieur le superintendant venait de sortir d'une boîte armoriée. Sans parler, ils fumèrent, chacun réfléchissant de son côté. À 6 heures du soir, Elias McDowey jugea que le moment était venu. Depuis longtemps, le dernier ouvrier avait franchi la porte de sortie et nul bruit ne s'entendait dans les immenses bâtiments constituant les ateliers du Trésor. Le superintendant se leva et dit « Si vous voulez bien, monsieur Brockton, je vais vous conduire à votre cachette. Attendez-moi un instant ici, je vais chercher les clés. »« Je suis à votre disposition, monsieur le superintendant, » répéta le policier. S'étant assuré d'un coup d'œil que toutes les serrures de ses meubles étaient fermées, le superintendant, qui était un homme méfiant, se dirigea vers la porte et sortit. Brockton resta seul. Il en profita pour tirer de sa poche un minuscule trousseau de clés, avec lequel il eut au fait d'ouvrir un des tiroirs du bureau dans lequel il introduisit un mince paquet enveloppé de papier. Il referma le tiroir, eut un sourire narquois, et alla se rasseoir dans le fauteuil qu'il occupait auparavant. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrait. Elias McDowey paraissait, tenant à la main un trousseau de clés nickelées. D'un signe de la tête, il invita le policier à sortir, ferma la porte derrière lui et se mit en marche à travers les couloirs déserts. Les deux hommes traversèrent successivement une vaste cour, franchirent une petite antichambre et arrivèrent devant une épaisse porte de chêne que McDowey ouvrit en disant « Nous voici à l'atelier Engraving and Printing. Venez. » Brockton obéit. À la suite du haut fonctionnaire, il pénétra dans le vaste atelier et arriva devant l'armoire de fer située près de l'entrée de la salle des coffres-forts. « Voici votre gîte pour la nuit, » fit McDowey en souriant. « Il n'est pas très confortable, mais... » « On ne gagne pas $2000 en jouant du banjo, c'est sûr, » dit le policier, souriant. « Ce ne sont jamais que quelques nuits à passer. Et alors, où est la salle des coffres ? » ?»« Mais là, la porte que vous voyez. Oui, c'est elle. En tenant votre armoire entr'ouverte, vous ne perdrez rien des mouvements du voleur, » affirma McDowey. « En effet. Et vous en avez les clés ? » ?»« Non, elles sont enfermées dans un coffret spécial dont le chef de la fabrication, qui en est responsable, a seul la clé. Vous n'avez besoin de rien ? Non. Je désire simplement que vous ne m'enfermiez pas. Ou que, si vous croyez que cela est nécessaire pour ne pas donner de soupçons aux gardiens qui font la ronde, vous me laissiez la clé de l'atelier. Un incendie est vite arrivé, et je n'ai aucune envie de mourir rôti. Diable ! Il est 6h15 et la première ronde passe à 6h35, c'est vrai. Il faut que la porte soit fermée. Je n'y pensais plus. Je vous laisserai donc la clé. Vous me la rendrez demain matin. Vous fermerez dès que je serai sorti. »« C'est entendu, » conclut Chas Brockton,
en prenant la clé que le superintendant venait de détacher du trousseau qu'il tenait à la main. « À demain, et bonne chance. Enfermez-vous vite dans votre armoire, car la ronde ne va pas tarder à passer. »« N'ayez crainte, monsieur le superintendant. » Sur ces paroles, Elias McDowell se dirigea vers la porte et disparut. La nuit était complètement venue et seule la lueur des lampes électriques de la cour passant à travers les fenêtres grillées de l'atelier y jetait une clarté blafarde. Chas Brockton, soigneusement, ferma la porte à double tour, puis, aussi silencieux qu'un chat, revint vers l'armoire de tôle, s'y fit une place parmi les outils entassés et attira la porte à lui. 10 minutes plus tard, la ronde annoncée par McDowell pénétrait dans l'atelier. Elle était composée de 2 gardiens qui, munis de revolvers et de lanternes, explorèrent minutieusement la vaste salle et s'en retournèrent sans avoir rien aperçu d'anormal. Chas Brockton, de sa cachette, n'avait rien perdu de leur mouvement. Sitôt que la porte se fut refermée sur eux, il sortit de sa cachette et eut un rire muet. « À l'œuvre maintenant, » dit-il. Le lendemain matin, l'honorable Elias McDowell, ayant absorbé un substantiel déjeuner, se disposait à quitter sa coquette maison de la 26e rue pour gagner son bureau lorsque son valet de chambre se précipita dans la salle à manger où il se trouvait. « Monsieur, monsieur !» dit-il rouge d'émotion. « Il y a là 2 gentlemen, 2 détectives qui prétendent parler sans délai à monsieur. » Elias McDowell tressaillit. « Ça y est, pensa-t-il, c'est Brockton & Smith qui viennent m'aviser de la capture du voleur. Rudement fins, ces détectives. »« Faites entrer, » dit-il au domestique qui attendait. « Bien, monsieur. » Le superintendant regarda l'horloge. 8h30, il avait le temps. Il achevait cette constatation lorsque son valet de chambre ouvrit la porte et s'écarta pour laisser passer les 2 visiteurs. Aucun d'eux ne ressemblait à Chas Brockton, c'était certain. « Gentlemen, » fit McDowell, « vous avez désiré me voir? Que puis-je pour vous? »« Monsieur McDowell, c'est l'attorney général qui nous envoie. Vous avez devant vous l'inspecteur Martins, c'est moi-même et le détective Fournier. Ce matin à 6h, les gardes de nuit du Trésor ont découvert, en faisant leur ronde, que la salle des coffres-forts où sont enfermés les banknotes en cours de fabrication avait été visitée. La porte blindée avait été fracturée à l'aide d'un chalumeau à acétylène. 3 coffres sur 6 ont été également cambriolés. L'attorney général, aussitôt prévenu, nous a envoyé vous prier de venir aussitôt au Trésor pour évaluer le montant et la nature du vol. Elias McDowell, en entendant ces terribles paroles, avait passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Son visage, tour à tour rose, blanc, jaune, rouge brique, conservait cette dernière teinte. Le superintendant fut obligé de se retenir à la table pour ne pas choir sur le tapis. Il comprenait tout maintenant. C'était simple. Il était joué. Joué. Et comment? Le policier Brockton était un émissaire de John Straubins. Je vous suis, gentlemen, dit-il aux 2 détectives qu'il craignait sérieusement de le voir défaillir. D'un pas mal assuré, il gagna la rue et là une voiture qui le conduisit au Central Treasury. Une agitation frénétique y régnait. Lorsque McDowell parut dans la cour intérieure, ce fut une ruée vers lui. Coroner, attorney, huissier accoururent. L'attorney général, grand vieillard glabre, fit signe au superintendant de le joindre. Les jambes flageolantes, McDowell obéit. Le magistrat tenait un papier à la main. « Que signifie cela, monsieur ?» dit-il en le montrant à McDowell. Celui-ci reconnut le laissez-passer qu'il avait délivré à Chas Brockton. « C'est bien de vous, cela, n'est-ce pas ?» fit l'attorney. « Eh bien, vous aurez expliqué pourquoi vous avez écrit ce papier. L'homme qui en était porteur a quitté le Central Treasury à 4h du matin, entre 2 rondes. C'est lui qui a éventré les coffres. Venez avec moi, nous allons évaluer le vol. » Tête basse, Elias McDowell suivit le magistrat et à ses côtés traversa l'atelier Engraving and Printing. Il arriva ainsi à la salle des coffres-forts. 3 d'entre eux étaient béants. Le superintendant, d'un seul coup d'œil, jugea l'étendue du désastre. Une vingtaine de liasses de papier filigrané destinées à la fabrication de banknotes de $100 manquaient, et chose plus grave, 10 liasses de chacune 1000 billets de $100 imprimés, numérotés et signés, prêts à être mis en circulation, avaient disparu, soit également $1 million. Alors, demanda l'attorney général, $1 million en banknotes signées ont été enlevés. Je regrette, mais je me vois obligé de vous mettre en état d'arrestation. Mais je suis innocent. Écoutez-moi, je vous expliquerai.
La stupeur, la rage et le désespoir du superintendant étaient si énormes qu'il bégayait et ne trouvait pas ses mots. 2 détectives, appelés par l'attorney général, lui passèrent les menottes et l'emmenèrent au milieu de la stupéfaction générale. En vain, Elias McDowey, ayant repris son sang-froid, tenta d'expliquer sa conduite au juge d'instruction et il ne réussit pas à le convaincre. À l'agence Brockton & Smith, nulle lettre du superintendant n'avait jamais été reçue. On ignorait tout de cette affaire. Fait accablant, la plaque de cuivre gravée disparue avait été retrouvée dans le cabinet de travail du superintendant dans un tiroir de son bureau. La préméditation était donc prouvée. Elias McDowey, pensant n'être pas suspecté, s'était entendu avec un complice pour voler le trésor. Les précautions étaient bonnes, mais il avait compté sans la justice. Son complice, resté inconnu, s'en tirait, mais pas lui. Que répondre à cela? Tout accablait l'infortuné fonctionnaire. Il fut envoyé devant la cour d'assises. Les débats furent courts. Tout accablait l'accusé à tel point que son avocat, incrédule, lui conseilla de plaider coupable et d'avouer. La plaidoirie de ce dernier terminée, le juge allait prononcer la sentence lorsqu'un gardien du palais de justice approcha du magistrat et lui remit une lettre. Le juge la décacheta et il lut « Monsieur, c'est le complice, ou plutôt celui que vous croyez tel, de monsieur Elias McDowey qui vous écrit. Monsieur McDowey est innocent, et s'il comparaît devant vous, c'est pour s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Employé du trésor, il a voulu se faire policier et a prétendu m'arrêter moi, John Strobbins, détective cambrioleur. Je dois dire que sans l'incommensurable naïveté du sieur James Molescott, chef de la police de San Francisco, il aurait pu réussir. À cause de lui, j'ai dû interrompre ma villégiature à Savannah où je comptais passer l'hiver. Je résolus de me venger et d'apprendre, dit McDowey, d'être plus modeste et surtout plus circonspect à l'avenir. Je hais les amateurs. Je fis dérober par un de mes affiliés, ouvrier du trésor, j'ai des amis partout, une plaque de cuivre gravée destinée à l'impression des banknotes de 25 $. Je savais que McDowey postulait pour le grade de directeur du trésor et que par conséquent, il n'ébruiterait pas le vol, tout en faisant diligence pour recouvrer l'objet volé dont il avait un besoin pressant. L'ouvrier sortit la plaque en la cachant dans la semelle d'un de ses souliers. C'est simple, vous le voyez. Mais je reprends. Comme j'avais eu soin auparavant, quelques jours avant le vol, d'envoyer à McDowey la circulaire d'une agence de détectives très connue, et où aussi j'ai des affiliés, j'en ai partout, il advint ce que j'avais prévu. McDowey fit appel au service de cette agence. Ce fut moi, bien déguisé, ma foi, qui me rendis à son invitation. J'en profitai pour glisser dans le tiroir de son bureau la plaque de cuivre dérobée. Et l'ayant persuadé de me cacher dans l'atelier de gravure, ainsi qu'il vous l'a expliqué, rien ne me fut plus facile que d'éventrer les coffres à l'aide des outils dont je m'étais muni dans ce but. Mais je m'en voudrais d'abuser de vos précieux instants. Vous savez le reste. Monsieur James Molescott peut témoigner de la véracité de mes dires. Croyez, monsieur, à ma très haute considération, John Strobbins, détective cambrioleur. 1 heure plus tard, les débats ayant été repris, Elias McDowey était acquitté. Mais, ayant été convaincu d'avoir agi avec légèreté et imprudence, il fut condamné aux frais du procès et on le destitua. Ironie des choses, maintenant qu'Elias McDowey le pourrait, il ne songe plus à s'occuper d'affaires policières. Il n'est plus amateur. Ainsi s'achève L'amateur, une aventure de John Strobbins par José Moselli.